Test micro, 1, 2. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Nicolas. Merci. Alors, bonjour. Attendons peut-être encore une minute que tout le monde ait le temps de se connecter avant de démarrer. Donc, il est 10 heures. On va attendre jusqu'à 10h01, entre 10h01 et 10h02. Très bien. Alors, on va encore attendre peut-être une vingtaine de secondes. Laisser le temps aux derniers arrivants de se connecter. Allez, très bien, démarrons. Alors, bonjour à tous et merci d'avoir pris du temps dans votre planning pour être avec nous aujourd'hui. Le webinaire que nous vous proposons aujourd'hui sera enregistré et nous vous ferons parvenir le lien vers l'enregistrement d'ici quelques jours pour que vous puissiez revoir la vidéo ou la partager avec vos collaborateurs. Je suis Nicolas Médot et au cours de l'heure qui vient, je serai accompagné de David Grosperrin qui répondra aux questions que vous pourriez avoir et que vous pouvez poser via le bouton Q&A. Notre rôle chez Pluralsight est double. Tout d'abord, nous accompagnons les entreprises à combler le fossé des compétences entre celles dont elles disposent à l'instant T et celles dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs technologiques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, et c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, nous assistons les entreprises technologiques à mettre en place une méthode de gestion de leurs équipes de développement logiciel, basée sur des données, grâce à Flow de Pluralsight. Alors, les diapositives que nous allons vous présenter ne sont pas dynamiques et nous vous expliquerons du coup les grands concepts. Mais si vous souhaitez une démo plus détaillée ou bénéficier d'une version d'essai, je vais vous expliquer bien sûr comment procéder. Alors, commençons par les principes généraux de Flow. C'est un constat universel, sans données, le management ne peut piloter qu'à l'aveugle. Et grâce à Flow, nous offrons enfin aux entreprises la possibilité de gérer leur ingénierie logicielle grâce aux données générées automatiquement par le travail de leurs équipes. La raison pour laquelle je dis enfin, c'est parce que la plupart des segments d'activité ont déjà des métriques très détaillées avec du reporting et des tableaux de bord. Par exemple, beaucoup d'équipes commerciales ont un CRM et des départements marketing, des outils de marketing automation. Mais l'ingénierie, elle, a accès à beaucoup moins de métriques. Alors, cela est dû en grande partie à la difficulté d'extraire des données de Git. Et même si vous les exportez, il y en a tellement que vous finissez par chercher une aiguille dans une botte de foin. Le problème spécifique, du coup, résolu par Flow, consiste non seulement à extraire les données de Git et de vos nombreux repos ou outils de ticketing, mais également à les présenter de manière à ce que vous puissiez en tirer des informations exploitables pour prendre de meilleures décisions. C'est un peu l'analogie, donc c'est un peu comme demander à la plupart des enfants de nettoyer leur chambre. Alors c'est faisable, mais c'est toujours difficile. Cependant, c'est toujours beaucoup plus facile avec la lumière allumée que dans le noir. Voilà, c'est un peu le problème résolu par Flow. On allume la lumière sur les données de l'ingénierie logicielle. De même, cette visibilité qu'on vous donne vous aide à gérer votre entreprise plus efficacement. Donc, elle va vous aider à mieux encadrer les équipes de dev, à partager des métriques avec d'autres équipes afin qu'elles puissent s'améliorer et leur permettre également d'obtenir le crédit qu'elles méritent. Flow est donc un programme conçu pour examiner l'efficacité de votre processus et identifier les goulots d'étranglement potentiels qui empêchent les ingénieurs de faire ce qu'ils aiment le plus, coder. Alors, un petit moment pour vous expliquer qui nous sommes et ce qu'est Flow. Donc Flow, c'est une application SaaS donc, qui permet d'extraire les données de vos repos Git et de vos systèmes de suivi des tickets. C'est une solution qui existe depuis environ 6 ans. Et aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 1000 clients dans le monde. Donc, nous nous intégrons
avec tous les principaux Git hosts. Nous proposons à la fois une version cloud et une solution on-premise. Et du point de vue de la sécurité des données, nous sommes testés et approuvés. Donc, nous respectons les règles imposées par la RGPD. Et nous nous soucions aussi donc, de l'évolutivité et de la sécurité constante de notre solution. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, nous aidons un large éventail de clients de différentes tailles et industries. Donc des startups aux multinationales. Nous profitons en fait de ces partenariats pour en tirer de nombreux cas d'usage que nous adaptons à la taille ou aux objectifs d'autres entreprises, de nos nouveaux clients. PayPal, par exemple, qui a des équipes distribuées géographiquement, donc des équipes éclatées, nous a choisi en raison des capacités que Flow leur a données pour s'intégrer à tous les principaux Git hosts et consolider tous les repos dans une seule vue. Voilà un exemple de cas d'usage avec PayPal. Adobe, pour sa part, voit Flow plus comme une gestion de processus, un outil à la gestion et l'amélioration des processus, que comme un outil de gestion des personnes. Donc, les cas d'utilisation sont importants parce que notre travail, au final, ça consiste à polliniser les connaissances que nous acquérons de ces différents clients existants pour vous aider à devenir une organisation guidée par les données. Donc, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires à ce niveau-là, David? Non, pas encore. Très bien. Alors, je continue. Alors, ce qui ne vous surprendra peut-être pas, c'est que je vous dise que le business ne voit généralement que le produit fini, c'est-à-dire les nouvelles versions des logiciels ou les nouvelles fonctionnalités. Pour faire simple, le haut de l'iceberg. D'accord? Et ça peut être assez frustrant. Et ça peut conduire aussi à un mauvais alignement entre les équipes d'ingénierie et le business. Donc, tout simplement parce que le business n'a aucune idée du travail fourni nécessaire pour qu'un projet soit livré dans les temps. Donc, Flow, notre solution, va aider l'ensemble de l'organisation à comprendre le processus de développement et ce qu'il implique, pour que les équipes de dev soient en mesure de fournir efficacement des logiciels fiables, évolutifs et sécurisés. Là, tout le monde y gagne, les ingénieurs, leurs managers et le business. Donc Flow va prendre en compte tout le processus, c'est-à-dire la collaboration de l'équipe, le refactoring ou la refactorisation, le retraitement du code ou le code reprocess pour le rendre visible en surface. Et une fois qu'une organisation a cette visibilité, elle peut enfin avoir de vraies conversations axées sur les données et identifier les domaines d'amélioration des processus. En gros, ça va vous permettre de créer un environnement propice aux idées innovantes. Est-ce qu'on a, du coup, David, ici, des questions ou des commentaires sur cette diapositive? Alors, j'ai une question, effectivement. On nous demande, en fait, est-ce que c'est un outil pour les ingénieurs ou les managers? Alors, c'est une excellente question. Je dirais un petit peu les deux. Il faut savoir que les team leaders et managers de vos équipes, en fait, doivent examiner ces rapports, je dirais, périodiquement. Certains de ces rapports sont destinés à être utilisés, je dirais, quotidiennement. D'autres sont peut-être plus utiles après un effort de développement majeur et d'autres fonctionnent comme un outil de planification. Pour nous, Flow affiche en fait les données sous une forme précise et exploitable afin essentiellement d'assister un manager à diriger les efforts des équipes de dev dans la bonne direction. Euh, Flow est aussi un outil qui peut être utile pour les ingénieurs, mais je pense que Nicolas, tu vas le montrer dans les slides qui arrivent. Oui, absolument. Je vais expliquer ça un peu plus loin. Donc, j'espère que ça répond à la question, est-ce un outil pour les ingénieurs et les managers? Et la réponse est, c'est un outil, en fait, vous allez le voir, pour tous les niveaux, du contributeur au leader. Donc, ce que je disais, c'est qu'il est important de savoir à propos de Flow, c'est que la solution vous donne non seulement de la visibilité, mais aussi des perspectives, des indicateurs qui sont pertinents à tous les niveaux de l'organisation, comme l'explique cette diapo. Donc, il permet à tout le monde, des cadres aux ingénieurs, d'avoir des conversations factuelles sur l'efficacité du process d'ingénierie. Les dirigeants peuvent examiner les versions logicielles au fil du temps et aider à prendre des décisions sur les produits et les ressources. Donc, ça leur permet de planifier de manière stratégique.
Les managers, eux, peuvent se soucier de la culture et de leurs équipes. Donc, ils sont en mesure de les encadrer plus efficacement grâce à cette donnée et grâce à ces rapports. Ils ont la possibilité de travailler de manière proactive pour optimiser les sprints, par exemple, et surmonter les obstacles, pour que leurs équipes deviennent plus efficaces. Au niveau des ingénieurs, ce qui va les intéresser, c'est de comprendre et d'éliminer les obstacles qui les empêchent de travailler et de valider leur code. Ils vont pouvoir se soucier, du coup, de leur contribution et de l'impact qu'ils ont sur l'organisation et leurs équipes. Voilà un peu le type de problème que vient régler Flow. Ensuite, là, ce qu'on va voir, ce sont des exemples d'indicateurs, de rapports, de graphes auxquels vous avez accès de manière native dans Flow. Donc, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires, David? Non. Très bien, je continue. Donc là, je voudrais vous donner un aperçu des capacités du système et vous montrer quelques cas d'usage. Donc, le prérequis, évidemment, pour utiliser Flow, c'est de le connecter à vos repos dans Git et à votre système de tracking des tickets. À partir de là, il va générer une large gamme d'indicateurs et ces mesures vont se répartir en quelques catégories logiques. D'accord? Donc, sur la gauche, ici, vous avez ce qu'on appelle le code behavior. D'accord? Vous pouvez voir l'activité au niveau des commits, la fréquence de commit des devs ou la quantité de code généré. Alors, pour info, nous, on ne considère pas du tout que le nombre de lignes de code soit un indicateur pertinent. D'accord? On va plutôt parler d'impact. Et la notion d'impact, c'est notre façon de mesurer la grandeur des changements de code. C'est-à-dire, je vais vous expliquer en fait sur comment on mesure l'impact, mais en gros, c'est une métrique qui est exclusive à Flow et à Pluralsight, et donc qui est calculée sur les éléments tels que la quantité de code nécessaire à une modification de code, au pourcentage de l'activité qui correspond à des modifications du code existant, à la surface du changement, donc pensez au nombre de points de modification ou au nombre de touches. Qu'est-ce qu'on prend en compte? On va prendre en compte aussi le nombre de fichiers concernés par le changement, l'étendue des changements lorsque l'ancien code est modifié, et on va aussi mesurer la comparaison des changements par rapport aux autres changements au niveau de l'historique du projet. Donc en d'autres termes, l'impact va prendre en compte non seulement la quantité du changement, mais la complexité aussi du changement. Donc ici, on a un graphe qui quantifie le travail livré en 4 catégories. Donc, on a le nouveau code, ou le net new code. On a le legacy refactor, ou les mises à jour du code de plus de 3 semaines. On a une mesure de churn, donc les mises à jour de votre propre code dans un laps de temps de moins de 3 semaines. Et on a aussi un indicateur sur la collaboration, donc le help others, qui est la modification du code d'autres développeurs dans une période de 3 semaines. Alors, ce qui est important de noter, c'est que le churn, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Tout simplement parce que vous avez un contexte à prendre en compte lorsque vous lisez des indicateurs comme le churn. On sait par exemple qu'un taux normal de churn va se situer entre 10 et 30%. Donc si votre équipe se situe en dehors de cette fourchette, c'est là que vous pouvez commencer à vous demander ce qui se passe, s'il y a un problème. En fait, un des objectifs de Flow, c'est de vous aider à chercher et à identifier ces anomalies. Il s'agit du coup de trouver le bon équilibre entre l'écriture et la correction du code. C'est-à-dire quelle quantité de nouveau code par rapport au legacy refactor et quelle part de code délivré est du code récent ou du code retravaillé. Donc, à droite, ici, on a des données intéressantes sur les pull requests et le code review. Sur la portion code review, on va mesurer le cycle de votre processus de code review. Donc, quelle est la réactivité, par exemple, de votre équipe? Combien de commentaires sont reçus? Donc là, on peut avoir toutes ces informations ici. Combien il y a de participants au pull request? Et combien de pull requests passent en production sans être validés? De toute évidence, le but, ce n'est pas de creuser dans chaque pull request, mais plutôt d'identifier facilement quelle partie nécessite de l'attention de la part du manager ou de la direction. Donc, en prenant du recul, vous pouvez du coup réduire les délais des pull requests et vous assurer qu'elles sont examinées correctement pour optimiser les modèles de collaboration. Comme je l'ai déjà dit, Flow, ça va vous donner une visibilité, davantage accès sur les données, mais vous aurez toujours besoin de contexte pour prendre la bonne décision.
Vous savez, quand vous avez eu une grosse release, par exemple, ou des changements dans votre cycle de sprint, des nouveaux membres dans l'équipe, plus de réunions que d'habitude, etc. Donc à aucun moment, l'intention, c'est de classer les collaborateurs ou les équipes. Au contraire, le but, c'est de vous permettre, en tant que leader, d'améliorer votre processus en étant capable de détecter les anomalies et de mettre en évidence eh bien, les possibilités d'amélioration ou les besoins d'amélioration potentiels. Voilà ce que je peux vous dire sur ces différents indicateurs. Alors, est-ce que, David, de ton côté, on a des questions? Exactement, j'allais te le dire. Oui, on a une question. On nous pose la question à savoir si cet outil sert-il à compter les lignes de code. Alors, je vais répondre, ça va être assez rapide. Non. Parce qu'on pense que compter les lignes de code, en fait, n'est pas très utile en soi. Par rapport à ce que tu as déjà dit, Nicolas, en fait, euh, on pense qu'il est plus intéressant, par exemple, d'analyser le taux de churn, qui est une des mesures utilisées par Flow. Euh, Comme tu l'as dit, alors je le réexplique, le churn se produit lorsque quelqu'un, en fait, écrit une ligne de code, la valide, et puis quelques jours plus tard, réécrit son propre code. Alors, ce n'est pas un problème en soi. Tous les devs ont du churn. C'est parfaitement, je pense, sain et nécessaire au processus de développement. Mais si on se rend compte qu'un ingénieur ou un développeur produit 50% de son code semaine après semaine, en fait, quelqu'un devrait probablement intervenir et voir ce qui se passe. Il peut y avoir peut-être une mauvaise spécification ou un problème difficile en cours de résolution qui nécessite un œil supplémentaire, d'où l'intérêt pour le manager. Donc, autre chose, si vous êtes aussi, par exemple, j'y pense, dans une phase de découverte ou de prototypage d'un projet, il est tout à fait normal de faire beaucoup de churn. C'est là qu'en fait le manager ou le responsable doit interpréter les données en ajoutant sa propre compréhension de la façon dont ses équipes travaillent. Donc voilà. À toi, Nicolas. Super, merci beaucoup. Je continue. Euh, voilà, du coup, maintenant, je vais vous parler en fait de ce qui est important du point de vue du chef d'équipe, qui, en gros doit se soucier de ce qui se passe au jour le jour. Donc, en tant que manager, vous voulez voir les différents types de codes développés par un ingénieur. Donc, leurs commits, leurs pull requests, leurs commentaires sur les pull requests des autres et leurs contributions sur les tickets aussi. Donc, c'est ce que montre le rapport de gauche ici. D'accord? Donc, vous avez vos ingénieurs ici, Jake, Chelsea, Megan, Chris. Et puis, vous avez une nomenclature. Donc, le petit cercle jaune, c'est du commit. Ici, c'est du commit d'un pair. Là, c'est du merge commit. Là, c'est de l'activité pull request. Là, c'est des commentaires sur les pull requests. Et là, c'est de l'activité sur des tickets. Donc, en fait, c'est une vue centralisée des modèles de travail pour chaque ingénieur. Et avec ce rapport, vous voyez les informations granulaires sur les repos, les équipes et les individus. Donc, en gros, là, on est sur, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des copies d'écran de la solution. Mais si je survolais avec ma souris, on aurait des détails en fait sur ce qui se passe sur chacun de ces points-là. Ce graphique ici, d'accord, montre à un manager le schéma de travail relatif de son équipe. Donc, l'axe X ici montre le rework et le churn, et l'axe Y va montrer la quantité et la complexité du travail fourni. Donc, chaque développeur va correspondre à une des bulles placées les unes par rapport aux autres sur ce graphe, afin que vous puissiez visualiser et comprendre qui a les retouches, par exemple, les plus élevées, les plus réduites, et découvrir ce qui en est la cause. En bas à droite, c'est un graphique qui permet aux managers d'analyser la tendance de leurs développeurs sur une période de 6 mois. Et ça, en fait, pour tous les membres de son équipe. D'accord Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces indicateurs sur les modèles de travail vont créer de véritables opportunités de coaching individuel et d'amélioration du flux de travail en équipe. Donc, du point de vue de l'ingénieur, la bonne nouvelle, c'est que grâce à ces métriques, grâce à ces indicateurs, ces tableaux, eh ben, leur manager ou leur team lead n'a plus besoin de les déranger toutes les 5 minutes pour une mise à jour. En gros, le team lead, il va les contacter que s'il y a une raison spécifique ou une anomalie. Donc, est-ce qu'on a des questions, des commentaires à ce sujet-là sur cette Oui. diapo?
J'ai encore une autre question. On me demande en fait comment cela m'aide en tant que développeur. Alors, c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Flow aide votre responsable à vous aider à faire de votre mieux. Alors, pour donner un exemple, on sait tous à quel point que les interruptions sont parfois douloureuses et coûteuses. Vous avez 20 variables dans votre tête et quelqu'un vous tape sur l'épaule en vous demandant est-ce que vous êtes occupé. En fait, Flow va minimiser les interruptions inutiles en permettant aux responsables de recueillir des informations de haut niveau sans demander à chaque fois en fait quelle est la mise à jour, quelle est la mise à jour. On peut dire qu'à un niveau élevé, vous pouvez considérer Flow comme un outil de signalisation qui aide le manager à allouer son temps à la lutte en fait contre les incendies, les urgences en interne. Voilà. À toi, Nicolas. Super, merci David pour cette précision. Alors, on a une question également, la live, je viens de voir dans le Q&A. Peut-on récupérer les datas de deux outils différents pour alimenter Flow? Git et ticketing, par exemple. Oui, absolument. Le Flow, en fait, va se connecter à tous les repos Git, d'accord, et également à des outils de ticketing comme Jira, extraire ces données pour les consolider et vous aider à avoir ce type de rapport. Voilà. Donc, je continue. Donc, un autre cas d'usage courant est que nous pouvons utiliser les données pour décomposer le release cycle par équipe. Bon, évidemment, ce ne sont pas vos données ici, mais cela montre la production quotidienne d'une équipe sur un sprint de 2 semaines. Voilà. Donc, en dessous, vous pouvez voir le pourcentage de travail livré, c'est-à-dire le pourcentage, par exemple, donc de nouveaux codes, le pourcentage de legacy refactor, le pourcentage de collaboration et le pourcentage de churn. Dans ce cas, on voit que la plupart du travail est concentré sur la fin du sprint. Donc, il y a plus de retouches dans la deuxième moitié de la release et plus de nouveaux codes est introduit à la fin de la release. Vous pouvez donc ici creuser au niveau d'une équipe ou d'un individu spécifique. Et avec toutes ces informations, vous pouvez comprendre comment optimiser la planification du sprint. Donc, vos calendriers de réunion, vous pouvez revoir l'affectation des ressources pour augmenter la production par jour tout au long du sprint cycle, par exemple. Donc, c'est ce type de rapport qui va vous aider à avoir une visibilité, une compréhension de la manière de travailler de votre équipe au long d'un sprint cycle. Et c'est à vous d'y incorporer des données sur le contexte. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Flow vous donne une vue en fait que vous n'aviez pas avant. Du moins, pas sans travail manuel massif de votre côté en termes d'extraction des données de vos différents outils et d'agrégation de ces données. Voilà. Questions, commentaires à ce niveau-là? Non. Je continue. Alors, nous avons beaucoup de données sur les code reviews qui, selon nous, offrent également des possibilités d'amélioration. Donc là, par exemple, l'analyse des code reviews peut être aussi détaillée que vous le souhaitez, car Flow vous laisse la possibilité de la configurer pour obtenir la vue et la granularité dont vous avez besoin. Ici, à gauche, par exemple, on a des données au niveau de l'équipe qui montrent les niveaux de résolution et de collaboration des pull requests. Donc là, par exemple, un temps de résolution moyen des pull requests. Là, on a la durée écoulée sur moyenne, avant un premier commentaire sur une pull request. Et là, en fait, on a la durée moyenne du follow-on sur les commits. Ici, on a des métriques sur les temps liés, les durées liées à la collaboration. Donc, la responsiveness, j'ai oublié le mot en français, vous m'excuserez, le temps de réaction moyen, l'implication des équipes, l'influence des commentaires ou des corrections des membres de l'équipe sur la modification des codes, etc. etc. Dans le cas où vous souhaitez réduire le cycle des pull requests, par exemple, en visualisant les différentes étapes du processus, vous allez pouvoir trouver vos goulots d'étranglement. Et vous allez pouvoir ensuite rationaliser et optimiser votre process. Donc, par exemple, en analysant le schéma en bas à droite,
vous allez pouvoir également augmenter le niveau de collaboration entre les individus et les pairs au sein d'une équipe. Là, on voit par exemple de la data sur donc les développeurs qui soumettent leur pull request. Donc là, on a l'exemple de Steven. Et on voit sur la droite quels sont les collaborateurs qui collaborent le plus avec Steven. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir aussi dynamiser un peu les synergies au sein de vos équipes. Vous allez pouvoir voir qui collabore avec qui et comprendre pourquoi. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires, David? Ou est-ce que je peux continuer? Non, vas-y, continue. Super. Donc là, on a une visualisation des performances dans le temps qui vous permet d'identifier des activités clés dans la journée d'un ingénieur. Pardon. Donc, ce rapport vous montre 4 mesures. Donc, on a le nombre de coding days, donc le nombre de jours travaillés en fait, le nombre de commits par jour, on a l'impact ici. Donc, l'impact, c'est la quantité ou quantité et complexité du code livré. Donc, ça, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Et ici, on a l'efficacité. Donc, en d'autres mots, quel pourcentage du code est un code productif versus du churn. Donc, on peut suivre cette tendance au fil du temps. Et ça peut vous aider à fixer des objectifs. Donc, ces objectifs, ça va être, par exemple, l'impact par développeur. Donc, ça, c'est votre objectif, 160. Ici, on a un objectif minimum. Et tous ces objectifs sont configurables. Vous allez pouvoir les définir avec ce qui fonctionne pour vous et votre équipe et ce qui correspond à vos objectifs d'entreprise. Donc, ces performances-là sont ensuite comparées aux benchmarks de l'industrie. Donc là, on a les benchmarks ici. Et ces benchmarks proviennent de données cumulées sur quasiment 90 000 ingénieurs et plus de 7 millions de commits. En fait, ça vous donne une moyenne à laquelle vous pouvez vous comparer par équipe et par individu. On va prendre également en compte les données des ingénieurs qui sont à plein temps versus ceux qui ne le sont pas. Donc, de cette manière, vous allez pouvoir très vite identifier quels sont ceux en fait, qui ont un impact plus important que les autres en fonction du fait qu'ils sont à plein temps versus à temps partiel. Donc, ensuite, ce que vous avez comme type d'indicateur sur Flow, ce sont des indicateurs sur des équipes, d'accord? Donc, vous allez avoir des indicateurs agrégés au niveau de l'équipe, mais si vous cliquez sur ces équipes, vous allez du coup retrouver les différents collaborateurs de ces équipes. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser ce rapport. Certains de nos clients l'utilisent pour montrer comment ils recrutent de nouveaux ingénieurs et ils vont pouvoir suivre leur progression du coup. Et avec ça, ils vont pouvoir constater l'effet à long terme de l'investissement sur ces nouveaux contributeurs dans les changements et les améliorations qu'ils apportent en termes de commit, en termes de collaboration, etc., etc. Donc voilà sur le type d'indicateur que va vous fournir Flow. Donc j'imagine que vous l'aurez compris, la meilleure façon de voir par vous-même la puissance de Flow, c'est de démarrer votre essai gratuit. Car vous pouvez voir le programme en direct avec vos propres données, donc qui viennent de différents GitHost, des différents repos, ou de vos outils de ticketing. Donc pour ça, il y a deux versions. Donc, il y a une version cloud, qui est très simple à configurer. Donc la création du compte se fait en quelques clics, et il vous suffit juste de choisir vos repos. Donc une fois les repos sélectionnés, il va falloir compter entre 2 et 24 heures, on va dire, pour que toutes les données sont importées. Alors attention, on ne fait que se connecter au repos. On ne conserve rien et on ne change rien dans Flow. Ça veut dire qu'on utilise juste les métadonnées et qu'on n'accède pas aux détails du code. Voilà. Ensuite, il y a une version serveur ou on-premise derrière un firewall. Donc, si vous utilisez des repos Git sur des serveurs internes comme GitHub Enterprise, GitLab Atlassian, Big Bucket Server ou d'autres produits similaires, donc Flow va devoir pouvoir accéder à ces serveurs pour pouvoir collecter les données utilisées pour calculer vos métriques. Et là, on aura besoin de ressources dédiées pour l'installer, maintenir et mettre à jour l'installation. Donc sur site,
nos équipes et les vôtres vont s'aligner sur un accord de protection des données et passeront par toutes les formalités administratives nécessaires. Et donc, soyez assurés que on ne va pas se contenter uniquement de percer votre firewall. On a une façon de procéder et de nous coordonner avec vos équipes pour nous assurer que tous les contrôles appropriés sont en place. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, du coup, de faire un test on-premise sur serveur qu'un test cloud. Donc, une fois que vous êtes connecté à vos repos et à vos outils de ticketing, on passe à l'étape de ce qu'on appelle le data walk, où avec notre équipe de spécialistes et de sales architectes, on va parcourir avec vous les rapports de flow avec vos propres données pour que vous puissiez les comprendre et mettre en place les différents objectifs ou seuils dont je vous parlais auparavant. On a des questions ou des commentaires, David, à ce niveau-là? Non. Très bien. Donc, une fois qu'on a intégré tous vos repos, c'est ici, d'accord? Là, c'est le moment où on connecte Flow à vos repos et à vos outils de ticketing. Mais une fois qu'on a cette connexion qui est établie, vous allez pouvoir revenir en arrière pour consulter l'historique. Donc, vous n'aurez pas uniquement de la data à partir du moment de la connexion, mais vous allez pouvoir aussi accéder à ce qui a été fait dans le passé. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour récupérer l'historique, il faut compter environ de 2 à 48 heures, en fonction de la quantité de données que vous souhaitez exploiter. Donc là, c'est sur la partie accompagnement, donc implémentation. Comme vous l'avez vu, on a beaucoup de données et beaucoup de rapports, mais en gros, ils vont vous servir uniquement si votre organisation les utilise pleinement. Et c'est exactement pourquoi on ne vous laisse pas seul. Lorsque vous devenez client de Flow, on vous aide dans l'intégration. Donc, vous avez accès à un guide, vous avez accès à une académie Flow avec des best practices, des guides étape par étape, ainsi que des guides sur la façon de parler de Flow avec vos ingénieurs. Parce que c'est vrai que ça peut être un changement culturel, le fait que vos ingénieurs sachent que leur activité, au final, est monitorée. Ça peut être perçu comme quelque chose de négatif et du coup, on vous aide à expliquer que c'est dans le but de les aider à se développer, à mettre en place des initiatives de coaching et, in fine, améliorer les processus intrinsèques à vos équipes de développement logiciel. Donc, on a une équipe de support qui est là pour vous aider, une base de connaissances, plein d'infos dont vous aurez besoin au jour le jour. On a une équipe de Customer Success Manager qui va vous aider en outre à former vos chefs d'équipe à l'utilisation de la plateforme, à co-créer des plans d'adoption et à expliquer la culture autour de l'outil. Comme je viens de l'expliquer, c'est très important, la culture. Et enfin, on a une équipe de services professionnels avec des processus d'installation dédiés à la culture et au processus de votre équipe. Ça, c'est très important. Donc, est-ce que, David, on a des questions, des commentaires à ce sujet-là, niveau implémentation? Non, a priori, c'est clair. Super, je continue. Donc, je vous ai parlé au tout début de cette présentation de notre rôle qui est double chez Pluralsight, d'accord? Eh bien donc, associé à notre plateforme de développement des compétences skills, Flow devient un moyen puissant, non seulement de trouver des opportunités d'amélioration des processus, comme on vient de l'expliquer, mais ça devient également un outil qui va vous permettre d'aider vos ingénieurs à développer des compétences critiques. Donc, grâce à des indicateurs exploitables, les managers deviennent plus efficaces dans l'accompagnement au développement des compétences, tout simplement. Donc, en gros, comme nous l'avons démontré jusqu'à présent, Flow peut montrer où le processus peut être amélioré, mais aussi où il peut y avoir un manque de compétences. Là, par exemple, vous voyez ici, là, ça, c'est un rapport que vous allez avoir dans Flow. On peut observer les, les proportions de churn par rapport à certains codes. Donc là, on a pris, par exemple, le langage TypeScript. Donc, on se rend compte qu'il y a des zones de churn assez importantes en TypeScript. D'accord? Et là, vous avez une période, donc avril, mai, juin, juillet, etc., tout au long de l'année. Donc, on se rend compte qu'il y a pas mal de churn et ça augmente. On peut donc boucler la boucle avec un développement des compétences ciblées dans le domaine TypeScript, en améliorant à la fois les compétences et les processus. Donc, grâce à
l'identification de problèmes en termes de compétences au niveau d'un code. Si les deux outils sont liés, donc si Flow est lié à Skills, vous allez pouvoir voir dans Pluralsight Skills le niveau de compétence de votre équipe par rapport à ce langage spécifique. Donc là, on peut se rendre compte que vous avez 40% de vos équipes qui sont novices, 20% emerging, 30% moyen, 10% au-dessus de la moyenne. Vous avez zéro en fait, qui sont experts dans ce langage de programmation. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir conseiller à vos équipes de suivre des cours et de passer des tests d'évaluation sur ces langages-là. Et en bouclant cette fameuse boucle, eh bien, on va pouvoir voir un impact de semaine en semaine dans Flow et du coup avancer avec une stratégie d'amélioration continue. Donc voilà en fait le bénéfice d'avoir Flow d'un côté pour vous aider à identifier les améliorations de processus possibles, mais aussi les gaps en termes de compétences, et de l'autre côté, Skills, qui va vous permettre de laisser vos développeurs se former sur les compétences et les technologies dont ils ont besoin pour atteindre vos objectifs stratégiques technologiques. Donc en gros, mon message, c'est n'attendez plus. Vous pouvez contacter votre responsable de compte chez Pluralsight, ou vous pouvez nous envoyer un message à David ou à moi-même directement via LinkedIn pour discuter de vos challenges et de vos besoins et commencer votre version d'essai. Alors, j'ai terminé, moi, ma présentation, cette explication des grands concepts de Flow. On a répondu à pas mal de questions et on a encore quelques minutes pour répondre à celles auxquelles on n'aurait pas pu répondre. David, est-ce que tu as de ton côté quelques questions? Oui, on en a une qui est… Alors, quelle est la différence entre les rapports de Flow et ceux de GitHub et Bitbucket, qui sont donc nos confrères du marché? Alors, en fait, il faut savoir que je pense que GitHub et Bitbucket, en fait, ont des rapports qui sont assez basiques et qui servent principalement l'ingénieur de façon individuelle. Donc, ils ne sont pas, pour moi, ils ne sont pas très exploitables pour le reste, en fait, de l'organisation, le reste de la hiérarchie. Je pense que Flow se concentre, en fait, sur le processus de travail, et en fait, nous aidons les équipes à mesurer et à apprendre ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Donc, à la différence de GitHub et de Bitbucket, en fait, Flow va vous donner une vue qui va être beaucoup plus globale. Voilà. Super. Écoute, merci David pour cette explication. Donc, voilà, notre webinaire touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre participation, pour avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Comme expliqué au tout début, vous allez recevoir sous peu un email avec des informations pour vous permettre d'accéder à son enregistrement. Donc encore une fois, merci et à très bientôt.